d'abord le laboratoire du langage, cela veut dire les expérimentations qu'on peut voir. Et deuxièmement, c'est l'étude du langage, une approche critique déjà menée par un poète au sein de son œuvre. Et ce qui est assez intéressant, à la réunion de ces deux tendances, si on essaie de le faire, la langue, qui est un sujet, va parler de la langue qui est déjà objet, et à travers la langue, à travers son propre instrument. Donc les choses deviennent doubles si ce n'est pas triple. Comme il n'y a pas d'autre réalité sauf celle-ci, le signifiant et le signifié perdent leur place définie et s'inversent constamment les rôles dans cet espace ultra-signifiant, polyvalent. Comment se passe-t-il? J'oserais comparer ce processus à celui d'une réaction nucléaire. Un processus tout souple, pas trop visible. Il touche quand même à la profondeur et provoque de grands changements qu'on ne peut pas ignorer. C'est le noyau d'une atome qui se voit toucher. Dans la langue, c'est le signifié, cœur de l'expression. À travers la fission du noyau, dans la poésie, c'est le signe linguistique qui se voit objet de fission. Normalement binaire, il est triplé, voilà, à cause de ce jeu sujet, objet, instrument. Le signifié, tout comme le noyau atomique, n'est pas détruit, mais transformé. Privé d'une référence directe à la réalité, la poésie condense au fond d'elle-même une grosse énergie qu'elle finit par libérer. Paradoxalement, cette énergie va se répandre sur les émotions beaucoup plus que sur le raisonnement et va travailler dans le sens humain, va évoquer la nouvelle humanité. L'incarnation presque idéale de ce processus ne serait-elle retrouvée, voilà, dans la pratique déjà moderniste, dans la ligne fameuse de Gertrude Stein, A rose is a rose is a rose. La rose, c'est la rose, c'est la rose. La répétition d'un même mot, représenté consécutivement comme sujet et comme prédicat, révèle cette rose, figure abstraite, archétypique, absolue, mais qui devient absurde en tant que cliché de la poésie romantique, révèle cette rose à son vrai sens, à la réalité d'une vraie rose, dans l'expression poétique et sa classification. Dans le cas d'Eddie Bouraoui, c'est plutôt sa situation culturologique d'une personne déchirée entre plusieurs cultures. Le cas de Valérie Rousseau et de Céline Zins sont différents et très évidents. Et là, on touche au contact direct de la poésie à la réalité telle qu'elle, à travers voilà, l'émotion initiale qui pousse les deux auteurs à écrire leur recueil les plus connus. Donc je voudrais d'abord parler en même temps, je voudrais parler de Valérie Rousseau et de Céline Zins et voir leur texte de plus près. Valérie Rousseau, ici je vais voir plutôt son recueil qui s'intitule Vaou, qui a été publié en 2002. Mais avant, elle s'est fait connaître par l'apparition du recueil paru en 1999. Et c'est le recueil qui s'appelle Par revoir, où elle pleure la mort de son père. L'histoire est la suivante. Elle a dû prononcer une parole aux obsèques. Elle a écrit un poème, mais ce poème n'a pas été capable de traduire tous les sentiments. Et donc, c'est le texte qu'elle a écrit après, c'est le long poème, aussi un long poème narratif, parce qu'elle a décrit les situations de la vraie vie, comment elle vit la mort de son père, elle s'adresse à son père, etc. Donc elle vit sa mort. Et la suite de ce texte, Vaou effectue le même trajet direct, mais cette fois-ci, c'est plus abstrait. C'est le trajet de son propre âme qui est menée en vie en tant qu'existence généralisée. C'est la vie d'une poète limitée par le langage, pour qui le langage est le seul air à respirer. Et Céline Zins effectue le même procédé. Dans ce recueil Adama, paru à la fin des années 80, elle évoque son père, la disparition de son père. Probablement, ce n'est pas si évident, mais c'est un homme disparu le plus évident possible pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah, parce que le mot catastrophe est évoqué dans le texte. On ne retient du texte que ce qu'il a été d'origine juive et inalphabète. Et ce n'est que maintenant, dans un discours proche de la Kabbale, énigmatique et profond, qu'elle reconstitue le lieu possible de sa mort, son corps non identifié et même son lieu de naissance à elle, car c'est la mort du père qui l'a déterminé. Donc je voudrais m'arrêter sur l'un des poèmes de Valérie Rousseau qui représente très très bien cette incarnation de la parole directe à travers le langage
qui nous aide à reconstituer une situation existentielle et donc la situation humaine, on va dire comme ça. Elle écrit à la ligne, cela veut dire c'est une poésie linéaire et elle joue très bien avec ce procédé dans le texte même, dans le contenu même de ces paroles. Donc je vais citer ce poème et la voir de plus près. Je n'acquiert plus qui m'a trouvé l'amour qui fait faire la poète. Plutôt me sonnent encore les cloches, restées dignes, dingues jusqu'au bout donc. Je perds le fil de mon histoire comme une ancienne corde à sauter. Les heures, les saisons, les années, voilà, et du plomb dans la tête. S'il faut retomber sur ses pieds, digne, dingue, et sur toute la ligne donc. Voilà, et j'analyse. Le début du texte joue avec la transition du verbe, employant 3 fois une transition renversée qui m'a trouvé l'amour. C'est plutôt l'amour que j'ai trouvé, l'amour qui fait faire, c'est plutôt l'envers de faire l'amour, me sonnent encore les cloches, l'envers les cloches sonnent. Le poète représente à travers le langage la condition imposée de l'écriture. Le poème linéaire reproduit et certifie par sa propre forme marmorisante l'existence absolument libre, mais absolument contrainte dans sa liberté innovante. L'existence de ce texte qui en quelque sorte explique tous les autres textes du recueil. La deuxième ligne, digne, dingue jusqu'au bout donc, tend le lecteur physiquement vers la fin de la phrase, jusqu'au bout donc. Le dernier son de la cloche, donc, résonnant avec la surdité naissante du silence, donnant ainsi une pure sonorité. Mais également les autres mots sonores qui représentent le son des cloches digne, dingue, donc, apparaissent dans leur définition première. Rester digne et à la fois dingue. C'est ce que les cloches imposent à la poète, de garder la liberté et la contrainte ultime de ses rêves. La conjonction donc, qui résume la ligne, prend ici sa valeur de conclusion, avec sa généralisation impatiente. Donc, qu'est-ce qui va venir après? La ligne suivante continue à nous rendre cette impression de la liberté absolue. Je perds le fil de mon histoire, puis de la contrainte, comme une ancienne corde à sauter. La comparaison qui identifie la ligne à la corde devient la seule existence possible de la ligne. La corde perdue est en même temps retrouvée dans cette même phrase. Dans la ligne suivante, du plomb dans la tête donne à la fois l'idée de la mort, une balle dans la tête, et de la pesanteur approfondie vers la fin de la phrase, s'il faut retomber sur ses pieds, ce qui signifie à la fois retrouver la pesanteur d'une vraie vie, retrouver la finitude de la ligne, retrouver une sorte de régularité des biais poétiques. Déjà dans un poème qui est totalement irrégulier, mission impossible, mais réalisée à travers le langage. Comme si l'irrégularité serait la seule régularité possible dans ce texte, sous ces conditions. Comme si cette régularité obéissait à des lois autres que les lois de la poésie classique mais il serait attribuable. L'association guerrière du non-plomb résonne dans la dernière ligne et sur toute la ligne du front. Mais c'est le son des cloches, digne, dingue, qui revient changer la connotation de l'expression sur toute la ligne, lui donnant une nouvelle connotation, celle du téléphone, d'une ligne que l'on occupe en parlant. Ainsi, ce qui est pure sonorité, c'est digne d'un don, retrouve toute sa valeur sémantique, ce qui entre en jeu, menant les associations textuelles, ce qui se répand sur la forme, infiniment libre mais inévitable du poème en général. Dans ce qui paraît son credo poétique, Valérie Rousseau montre avec prouesse cet enchaînement de réactions qui transforme le noyau de la poésie, le noyau sémantique, ce qui amène à la libération de l'image. Et je voudrais tout court m'arrêter sur les poèmes de Saint-Saëns, donc le recueil Adama, qui nous donne aussi cette impression d'une réalité presque physique du texte. Donc je vais juste citer. En marge du corps, la parole mène son labour. Les mots incorrigibles démènent l'œuvre de l'homme, le tragique. Ici, on parle de la même existence de l'œuvre en tant que telle. Et voilà. Ou bien ne savait-on pourtant le jour de sa grammaire et cette façon de tendre le mot. Donc, et je voudrais conclure en disant que cette fois, cette technique qui arrive à évoquer la mort, à parler aux disparus par la libération aussi grande de l'énergie,
mais aussi qui sait évoquer l'homme, l'existence humaine dans son contexte le plus profond et le plus généralisant, permettrait-elle également non seulement la réaction de fusion, mais aussi la fusion, de fission, mais aussi de fusion, pour savoir réunir les gens et le monde, là où leur fait, selon Tsvetaleva, fait écarter les frontières et écouter toutes les langues qui existent sur Terre, dans une ambiance de paix, aussi chère à Eddie Brown. La langue poétique serait-elle une nouvelle langue universelle, mais parfois trop difficile pour apprendre? On verra. Je vous remercie.